Sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle à un traitement diligent de la problématique de l'eau et à rompre avec toutes les formes de gaspillage. C'était hier dans le discours royal d'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Un discours royal dans lequel Sa Majesté le roi appelle également à une mobilisation collective pour promouvoir le secteur de l'investissement. La traduction du texte intégral du discours royal à l'ouverture du journal. Dans ce journal également, les chiffres du stress hydrique tels que reflétés par le taux de remplissage des grands barrages qui ne cumulent plus que le quart de leur capacité totale. Les dernières pluies redonnent espoir aux agriculteurs et éleveurs. Nous suivrons un reportage dans la province de Hnefra. Et nous irons à Casablanca pour braquer les projecteurs sur une initiative de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Une école de la deuxième chance, une lueur d'espoir pour les jeunes victimes de décrochage scolaire. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé hier dans l'après-midi l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Cérémonie marquée par un important discours prononcé à cette occasion par le souverain, discours d'orientation dans lequel Sa Majesté le roi a axé sur deux dossiers précis. Le premier concerne la problématique de l'eau et les défis urgents et futurs qui s'y rattachent. Et le second porte sur la nécessité d'opérer un bond qualitatif en matière de promotion de l'investissement. Le film complet de la cérémonie d'inauguration par Sa Majesté le roi de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature avec Mohamed El-Shkar. Des foules nombreuses et chaleureuses de citoyens le long de l'itinéraire emprunté par le cortège de Sa Majesté le roi Mohammed VI jusqu'au siège du Parlement. Des vivas résonnaient dans toute cette zone, au cœur de Rabat, la capitale, le long de l'avenue Mohammed V. L'arrivée dans l'après-midi au siège du Parlement de Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, pour présider l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Son Altesse royale le prince Moulay Rachid n'a pas pu accompagner le souverain à cette occasion pour avoir contracté le Covid-19. Puisse Dieu préserver Sa Majesté le roi, perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et de la quiétude, lui accorder longue vie, combler le souverain en la personne de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et accorder prompt rétablissement à son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Devant le siège de l'institution législative, Sa Majesté le roi Mohammed VI a salué les couleurs nationales au son de l'hymne national, avant de passer en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ensuite été salué par les présidents des deux chambres du Parlement et par plusieurs hauts responsables. Et avant de gagner la tribune officielle du Parlement, Sa Majesté le roi Mohammed VI a tenu à saluer de ses mains du haut du balcon du Parlement la foule enthousiaste des citoyens venus exprimer leur marque de fidélité et de loyalisme à l'auguste personne du souverain et leur indéfectible attachement au glorieux trône alaouite. Après lecture de versets du Saint-Coran, Sa Majesté le roi Mohammed VI a prononcé devant les membres des deux chambres du Parlement le discours d'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Hadarat as-sayyidat was-sada al-barlamaniyin al-muhtaramin. Louange à Dieu, paix et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Mesdames et messieurs, les honorables parlementaires, l'ouverture de la nouvelle session parlementaire est, comme le prévoit la Constitution, l'occasion de célébrer les retrouvailles avec les représentants de la nation. Nous y voyons plus particulièrement un rendez-vous annuel qui donne l'opportunité d'aborder les grandes questions nationales et notamment celles qui revêtent un caractère prioritaire. Aujourd'hui, nous avons jugé opportun
de mettre l'accent sur deux sujets importants. Le premier concerne la problématique de l'eau et les défis urgents et futurs qui s'y rattachent. Le second porte sur la nécessité d'opérer un bond qualitatif en matière de promotion de l'investissement. Mesdames, Messieurs, Dieu a dit: nous avons créé de l'eau tout être vivant, véridique est sa parole. En effet, principe premier de toute forme de vie, l'eau est aussi une composante essentielle du processus de développement et une ressource indispensable à la viabilité des projets et activités productives dans leur ensemble. Au Maroc, la problématique de gestion des ressources en eau se pose avec d'autant plus d'acuité que le pays traverse actuellement la période de sécheresse la plus intense qu'il ait connue depuis plus de 3 décennies. Face à cette épreuve, nous implorons le Seigneur de gratifier notre pays de pluies bienfaisantes. Afin de remédier à cet état de fait, nous avons adopté dès le mois de février dernier, dans le cadre du plan de lutte contre les effets de la sécheresse, des mesures d'anticipation visant à garantir la disponibilité de l'eau potable, à soutenir les agriculteurs, à préserver le bétail. Conscients que la sécheresse est un phénomène structurel dans notre pays, nous avons toujours attaché une importance particulière à la problématique de l'eau, sous tous ses aspects. À cet égard, nous avons consacré plusieurs séances de travail à l'examen de cette question. Elles ont abouti à l'élaboration du programme national prioritaire de l'eau 2022-2027. Depuis notre accession au trône, nous avons poursuivi avec constance et détermination la politique de construction des barrages. C'est ainsi que plus de 50 nouveaux ouvrages de grande ou moyenne taille ont été érigés et que 20 autres sont en cours. Indépendamment de la pluviométrie qui marquera les années à venir, nous nous attachons à accélérer la réalisation de ce programme dont les projets sont répartis à l'échelle de tout le royaume. Citons particulièrement l'achèvement de la construction des barrages programmés, la mise en place d'interconnexions hydrauliques et la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer. Ajoutons l'affermissement de l'orientation visant à assurer l'économie de l'eau, notamment en matière d'irrigation. Mesdames, Messieurs, le Maroc n'est pas le seul pays touché par la sécheresse et la rareté des ressources hydriques. Sous l'effet du changement climatique, ces deux problèmes sévissent désormais à l'échelle de toute la planète. L'état actuel des ressources hydriques nous interpelle tous, gouvernements, institutions et citoyens. Il exige de nous un devoir de vérité et de responsabilité dans notre action pour remédier aux faiblesses et aux carences qu'elle révèle. De fait, le Maroc se trouve désormais en une situation de stress hydrique structurel et la seule construction d'équipements hydrauliques, si indispensable et importante soit-elle, ne suffit pas à régler tous les problèmes. Nous appelons donc à un traitement diligent de la problématique de l'eau dans toutes ses dimensions et notamment à une rupture avec toutes les formes de gaspillage ou d'exploitation anarchique et irresponsable de cette ressource vitale. Par ailleurs, le problème de l'eau ne doit pas servir de prétexte à la surenchère politique, ni d'argument pour alimenter des tensions sociales. Il nous incombe à nous tous, en tant que Marocains, de redoubler d'efforts pour faire un usage responsable et rationnel de l'eau. Cela passe par un changement véritable de comportement dans notre rapport à l'eau. Et en la matière, les administrations et les services publics se doivent de donner l'exemple. Il faut également assurer une gestion optimale de la demande en concomitance avec les réalisations en cours en matière de mobilisation des ressources hydriques. À moyen terme, il conviendra de renforcer notre politique volontariste de l'eau et de rattraper le retard dans ce domaine. Le devoir de responsabilité impose désormais des choix durables et intégrés, ainsi que davantage de solidarité et d'efficacité, et ce, dans le cadre du nouveau plan national de l'eau, dont nous appelons de nos vœux la mise en œuvre diligente. Dans ce contexte, nous voulons mettre l'accent sur les principales orientations suivantes. Premièrement, il est nécessaire de lancer des initiatives et des projets plus ambitieux par le recours aux innovations et technologies nouvelles dans le domaine de l'économie de l'eau et de la réutilisation des eaux usées.
Deuxièmement, il est impératif d'accorder une attention particulière à une exploitation rationnelle des eaux souterraines et à la préservation des nappes phréatiques en mettant fin au phénomène de pompage illégal et au creusement de puits anarchiques. Troisièmement, il est essentiel de garder à l'esprit que la question de l'eau n'est pas l'affaire exclusive d'une politique sectorielle isolée, mais qu'elle constitue une préoccupation commune à de nombreux secteurs. Il en résulte que les stratégies sectorielles doivent être constamment mises à jour en fonction de la pression exercée sur les ressources en eau ainsi que sur leur évolution future. Quatrièmement, il est indispensable de prendre en compte le coût réel de l'eau à chaque étape de la mobilisation de cette ressource, de considérer ce que cela implique en termes de transparence et de sensibilisation aux différents aspects de ce coût. Mesdames, Messieurs, le second volet de ce discours porte sur le thème de l'investissement auquel nous attachons un intérêt tout particulier. Aujourd'hui, nous misons sur l'investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l'économie nationale et l'ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs. En effet, ces filières offrent des opportunités d'emploi aux jeunes et apportent des sources de financement aux différents programmes sociaux et de développement. À cet égard, notre souhait est que la nouvelle charte nationale de l'investissement donne une impulsion tangible à l'attractivité du Maroc pour les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers. Aussi, il convient de lever les obstacles qui continuent d'entraver une relance effective de l'investissement national sur tous les plans. Les centres régionaux d'investissement sont donc appelés à superviser l'intégralité du processus d'investissement et à en accroître l'efficience. Ils sont également chargés d'assurer de meilleurs services d'accompagnement et d'encadrement au profit des porteurs de projets, jusqu'à leur concrétisation finale. Pour cela, les CRI doivent bénéficier de l'appui de l'ensemble des parties prenantes, tant au niveau central que territorial. S'agissant du climat des affaires, les réformes structurelles engagées sous notre impulsion ont permis d'améliorer l'image et la performance du Maroc dans ce domaine. Cependant, malgré les résultats obtenus, il reste beaucoup à accomplir pour libérer les énergies, tirer le meilleur parti des potentialités nationales, encourager l'initiative privée, drainer davantage d'investissements étrangers. À ce propos, nous aimerions insister à nouveau sur la nécessité de la mise en œuvre effective de la charte de déconcentration administrative, la simplification et la digitalisation des procédures, la facilitation de l'accès aux fonciers et aux énergies vertes, l'appui financier aux porteurs de projets, afin de renforcer la confiance de ceux qui veulent opérer des investissements productifs dans notre pays. Nous appelons à la consolidation des règles de la concurrence loyale, à la mise en œuvre effective des mécanismes de médiation et d'arbitrage pour le règlement des litiges. L'investissement étant l'affaire de toutes les institutions et de tous les acteurs du secteur privé, nous soulignons que chacun doit rester mobilisé et afficher une attitude responsable à l'effet de promouvoir ce secteur vital pour l'essor de notre pays. L'objectif stratégique recherché est que le secteur privé occupe la place qui lui échoit dans le domaine de l'investissement, celle d'une force motrice effective de l'économie nationale. Par ailleurs, il convient que les entreprises marocaines et leurs organisations nationales, régionales et sectorielles assument leurs fonctions de catalyseurs de l'investissement et de l'entrepreneuriat. De son côté, le secteur bancaire et financier national se doit de soutenir et financer la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs, notamment les jeunes, ainsi que les petites et moyennes entreprises. Dans ce cadre, nous préconisons à nouveau qu'une attention particulière soit portée aux investissements et aux initiatives des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Pour atteindre les objectifs souhaités, nous avons exhorté le gouvernement, en partenariat avec les secteurs privés et bancaires, à traduire leurs engagements respectifs dans un pacte national pour l'investissement. Ce dispositif vise à mobiliser 550 milliards de dirhams d'investissement et à créer 500 000 emplois au cours de la période 2022-2026. Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, étant donné les compétences de législation, d'évaluation et de contrôle qui sont les siennes, l'institution parlementaire assume un rôle clé dans le traitement judicieux des questions et préoccupations de la nation et des citoyens, et plus particulièrement des problématiques de l'eau et de l'investissement. Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur de la grande responsabilité qui vous incombe, particulièrement dans le contexte national actuel et au vu des fluctuations de la conjoncture internationale. Il n'est point de meilleure conclusion que ce verset du Saint-Coran où Dieu décrète « Et c'est lui qui fait descendre du ciel de l'eau et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. » Véridique est la parole de Dieu. صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a reçu le président de la Chambre des représentants, Rachid Talb el-Alami, qui a présenté au souverain le bilan des travaux de cette institution parlementaire au titre de l'année législative 2021-2022. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu le président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara, qui a présenté au souverain le bilan des travaux de la Chambre des conseillers au titre de l'année législative 2021-2022. Le souverain a par la suite reçu le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Moustapha Beytes, qui a présenté à Sa Majesté le roi le bilan de l'action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement au titre de l'année législative 2021-2022. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ensuite présidé une réception organisée en l'honneur des membres des chambres des représentants et des conseillers à l'occasion de l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Le stress hydrique, une problématique majeure évoquée dans le discours royal devant le Parlement. Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé toutes les composantes de la société civile à engager des actions pour rationaliser davantage la consommation de l'eau, à adopter les moyens technologiques de traitement de l'eau et les mesures pour protéger la nappe phréatique. Et pour cause, les réserves en eau accusent un net recul. Les grands barrages ne totalisent plus que le quart de leur capacité de stockage. Ahmed El-Fadili, Zakaria Mourin Billah et Mohamed Aït-Shkar. À la date d'hier, l'ensemble des barrages du royaume cumulait 4 86 800 000 mètres cubes d'eau, soit 25,3% de leur capacité totale. Une capacité estimée à plus de 16 milliards de mètres cubes d'eau. Si ce taux est légèrement en hausse par rapport au début de ce mois d'octobre, lorsqu'il était de 24,4% seulement, il reste en deçà de celui enregistré à la même date de l'année dernière, 37%. Cette année encore, la diminution des réserves d'eau se fait sentir et en cause des facteurs à la fois naturels et humains, rareté des précipitations, cycle de sécheresse à répétition et exploitation non rationnelle de cette ressource pourtant vitale. Fort heureusement,
Les pluies des derniers jours ont permis d'alimenter les retenues des principaux barrages à travers le royaume. Des pluies bienfaitrices qui apportent du baume au cœur pour la population, les agriculteurs et les éleveurs. C'est le cas notamment dans la province d'Ornifra. Dieu merci, nous sommes satisfaits des dernières pluies. Quand il pleut, les puits se remplissent, l'herbe commence à pousser. Dans les pâturages, l'activité agricole reprend. Les récentes pluies alimentent également la nappe phréatique et les eaux de surface. Certains fleuves et affluents voient leur niveau d'eau légèrement augmenter. Le barrage situé sur Omrbia s'est rempli, idem pour le fleuve. On craignait que certains affluents ne s'assèchent. Nous espérons avoir encore de la pluie. À la date d'hier, au moment où le barrage El Wahda totalise près d'1,5 milliard de mètres cubes d'eau, soit 42,6% de taux de remplissage, celui de Bilouidan accuse un déficit énorme, à peine 100 millions de mètres cubes pour une capacité d'1,215 milliard de mètres cubes d'eau, soit un taux de remplissage d'à peine 8,2%. Un barrage qui, pourtant, irrigue des dizaines de milliers d'hectares de terres fertiles dans la plaine de Tadla. Les dernières précipitations ont permis d'alimenter les nappes phréatiques et les barrages et ont redonné espoir aux agriculteurs et aux éleveurs. Des pluies localement orageuses sont de nouveau attendues sur le nord des provinces du sud, le centre, les Hauts et l'Anti-Atlas, le Souss et les versants sud-est. Au nord, des gouttes éparses entre 20 et 40 mm sont prévues d'ici demain à Al-Haouz, Taroudant, Ourzazat, Chichawa, Azilal, Shtoukait Baha et Tiznit. Et entre 20 et 30 mm dans les provinces de Boujdour, La'youn et Tarfaya. La préservation de l'eau, un enjeu de taille. À Marrakech, 10 entrepreneurs et start-up ont été primés hier soir au musée Mohamed VI de la civilisation de l'eau lors de la cérémonie de clôture de la première édition du Hackathon Water Show, un événement phare dédié à mettre l'innovation au service de l'eau. Atman Tazi, Amina Alam et Maria Aoued. Lorsque la jeunesse contribue à trouver des solutions à la problématique de l'eau, la technologie devient un allié performant pour trouver des solutions créatives. Nous traitons ce soir la problématique de l'eau avec un périmètre entrepreneurial. C'est-à-dire que chacun sa spécialité. Nous, ce qu'on va faire, et pendant 2 jours, c'est éveiller chez les jeunes et les moins jeunes l'esprit de l'innovation et l'esprit d'entreprise autour de l'eau. Innover, réseauter et développer un esprit d'entreprise, telle est l'ambition de cette première édition du Hackathon Water Show. Durant 2 jours, 20 entrepreneurs et start-up se disputeront les 10 premières places de la compétition. À la clé de ce hackathon, une subvention de 500 000 dirhams pour financer leurs projets et monter leurs prototypes. Une de nos missions, c'est d'accompagner le tissu entrepreneurial pour découvrir ensemble les opportunités d'investissement. Et on est très heureux que des défis et des challenges comme ceux de la sécheresse puissent être transformés en tant qu'opportunité, en tant qu'idée et en tant qu'opportunité d'investissement qui va être créatrice de valeur et d'emploi. Aider la cité à penser la problématique de l'eau afin de répondre aux défis liés au stress hydrique. Transformer une réalité environnementale en opportunité pour une meilleure gestion de l'eau. Tirer profit de la jeunesse créative pour trouver des solutions innovantes. Tel est le pari de cet Hackathon Water Show. Le stress hydrique est directement lié au changement climatique. Alors, quel lien entre ces changements climatiques, la migration ou encore la santé? Un symposium s'est tenu à Marrakech en vue de renforcer la coopération internationale, indispensable pour mettre en place des politiques intégrant ces 3 paramètres. Écoutons à ce sujet la chef de la mission de l'Organisation internationale pour la migration Maroc, Laura Palatini. Aujourd'hui, on est là grâce à un projet sur la santé des migrants financé par le gouvernement de la Finlande. Parce qu'on pense toujours que les liens entre changement climatique
et la mobilité. Maintenant, c'est bien étudié, c'est bien prouvé. Mais les liens additionnels avec la santé, c'est vraiment peu étudié. Et dans une région comme la région MENA, où il y a 11 des 17 pays les plus touchés par la pénurie d'eau, c'est quelque chose de très urgent. Donc on a vraiment l'opportunité aujourd'hui de discuter avec 6 pays de la région MENA, surtout qu'ici à Marrakech, c'est la ville qui a accueilli aussi la COP 22, et la signature du Pacte mondial pour les migrations. Assurer une meilleure intégration des migrants. Direction Addis Abeba où s'est tenue la réunion annuelle consultative entre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU que préside le Gabon pour ce mois d'octobre et ceux de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine que préside le Maroc. Les participants se sont penchés notamment sur l'examen du renforcement des opérations de soutien à la paix en Afrique, la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel, y compris la menace terroriste dans la région des Grands Lacs, ainsi que l'application des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU dans les situations de conflit en Afrique, apprend-on auprès du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Au siège des Nations Unies à New York, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a affirmé que l'initiative d'autonomie au Sahara marocain, n'en déplaise à l'Algérie, ne cesse d'engranger un soutien international de plus en plus large. Intervenant hier devant les membres de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, Omar Hilal a rappelé que plus de 90 États membres de l'ONU ont exprimé leur soutien à cette initiative en tant que seule solution à ce différend régional. Ce soutien international rejoint la position du Conseil de sécurité qui, dans ses 18 résolutions depuis 2007, a consacré l'initiative marocaine d'autonomie comme solution sérieuse et crédible à ce conflit artificiel. En plus du soutien transcontinental à cette initiative, la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara connaît un élan avec l'ouverture de 27 consulats généraux dans les villes marocaines de Laayoune et Dakhla. Et 3 autres pays, souligne encore Omar Hilal, ont annoncé l'ouverture imminente de leur consulat à Dakhla. Direction des gens en Corée du Sud où le Maroc a été élu à 2 positions clés au sein de la CGLU Monde, l'organisation cité et gouvernements locaux unis à l'occasion du 7e congrès mondial de l'organisation internationale. Le Maroc, la maire de Rabat, Asma Erlalou, a été élue trésorière de l'organisation alors que Mohamed Sfiani, maire de la ville de Chefchaouen, a été élu envoyé spécial de CGLU Monde auprès de l'ONU pour les systèmes alimentaires. Les développements, c'est en compagnie de Nisrine Ausdar. L'élection des 2 responsables marocains témoigne de la richesse de l'expérience accumulée par les collectivités territoriales marocaines. Expérience partagée avec les représentants de plus de 140 pays. Nous sommes ravis que le Maroc ait une si bonne réputation au plan international et cela grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ces distinctions témoignent encore une fois des efforts inlassables entrepris par le Maroc en matière de développement durable sous le leadership de Sa Majesté le roi. Nous avons tenu d'importants échanges avec des confrères représentant les pays africains frères notamment. Ils se sont tous félicités de la nouvelle. Le sommet de l'organisation Cité et gouvernements locaux unis, l'occasion de mettre en avant les progrès réalisés par le Maroc pour le renforcement de la décentralisation et la régionalisation avancée. Grâce à son expérience démocratique et à ses réformes structurelles, le Maroc occupe une place de choix sur la scène internationale. La délégation marocaine a remarquablement et honorablement représenté le royaume à ce congrès. Je suis avoué que la délégation marocaine a été fait quelque chose de très distingué,
très différents de toutes les délégations. Ils ont prouvé qu'il y a une harmonie entre tous les membres de cette délégation. Le congrès a également pris note de la candidature de Tanger pour abriter les travaux du 8e congrès mondial du CGLU en 2026. Parlons à présent d'un phénomène dont beaucoup de jeunes sont victimes, le décrochage scolaire. Chaque année, un grand nombre quitte les bancs de l'école pour le regretter fortement après. Pour redonner espoir à ces jeunes sortis très tôt du système scolaire, la Fondation Mohamed V pour la solidarité lance des écoles de deuxième chance, une lueur d'espoir comme nous le verrons dans ce reportage à Casablanca de Ashour Ben Msaoud, Leïla Asli avec Maria Aoued. Lutter contre le décrochage scolaire, aider les jeunes à penser leur futur et les accompagner dans leurs projets d'insertion professionnelle. Telle est la vocation de cette école de la deuxième chance, où la bienveillance se conjugue au futur. Accompagner, transmettre et encourager certains jeunes en situation d'exclusion. Cette école est la première en son genre. Elle a vu le jour grâce à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. C'est pourquoi elle reflète l'engagement de l'État vis-à-vis du décrochage scolaire. Nous voulons aider les jeunes en situation de précarité afin qu'ils puissent être réintégrés dans la société. Au programme de cette année scolaire, des remises à niveau en mathématiques et en langue française, mais aussi dans les autres disciplines, pour toutes celles et ceux qui souhaitent reprendre le chemin de l'école, mais aussi des ateliers de formation pour apprendre un métier. L'école de la deuxième chance permet aux élèves d'étudier, mais aussi d'avoir un métier et un diplôme. Une fois la formation terminée, certains pourront décrocher un contrat d'apprentissage, alors que d'autres pourront retrouver le chemin de l'école. Ils sont près de 220 élèves âgés entre 11 et 18 ans à bénéficier gratuitement des nombreuses formations dispensées au sein de l'établissement. Ateliers mécaniques, menuiserie, couture ou encore cuisine, redonner goût à l'effort en valorisant les qualités de tous. J'ai 15 ans et j'ai dû arrêter l'école l'année dernière car j'ai beaucoup de problèmes familiaux. J'ai beaucoup aimé le concept de l'école de la deuxième chance car les professeurs sont vraiment très à l'écoute et je suis certaine que grâce à leur patience et à leur gentillesse, je pourrai apprendre un métier. J'ai 18 ans et j'ai quitté l'école à l'âge de 12 ans. Je suis venue ici pour apprendre le métier de mécanicien et pour m'en sortir professionnellement et trouver un travail. J'ai dû quitter l'école en raison de problèmes familiaux et lorsque j'ai découvert l'école de la seconde chance, j'ai dit à mes parents que je voulais m'y inscrire pour pouvoir assurer mon avenir en y apprenant le métier de couturière. Il était une fois une école qui, pour ne pas laisser sa jeunesse en marge de la société, a construit des murs derrière lesquels les jeunes peuvent apprendre un métier et assurer leur avenir. À l'école de la deuxième chance, on transmet les valeurs universelles de l'éducation et de l'égalité pour tous. Cette triste nouvelle, à présent, la chanteuse populaire Khadija El Bedaouia a tiré sa révérence aujourd'hui à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie. Khadija El Bedaouia, qui a rendu l'âme dans un hôpital de Rabat, est considérée comme l'une des icônes de la musique populaire de la Haïta au Maroc. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.